Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, même si j'ai un bonnet, je ne suis pas full panda, mais je vous salue quand même et on va dire plein de conneries à propos de jeux. Avec Pat Milan, je vais essayer qu'il ne parle jamais, 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 c'est promis. Bien. Première chose, je voudrais te remercier Michel, parce que Full Panda est un petit peu bloqué là, mais on le retrouve la semaine prochaine bien sûr. Et alors il fallait trouver un remplaçant, j'avais 3 critères en fait, la pertinence, l'expertise et le bonnet. Tu as été premier dans ma shortlist, donc merci d'avoir répondu présent. Surtout raconter des bêtises. Bon, Un petit sommaire. Alors on s'est dit que comme c'est un remplacement à la dernière minute, on allait faire un truc très très pensé, très très construit. On va vous parler de jeux qui ont des règles. Donc ça va être quelque chose qui est lié quand même à l'actualité, donc des jeux quand même relativement récents. La notion de surprise, elle peut intervenir dans les sensations que l'on a perçues, positives ou négatives d'ailleurs, par rapport au jeu, donc un genre de différence entre ce qu'on attendait et puis ce que finalement on a eu. Alors des fois c'est positif ou pas. Alors on va partir du jeu pour débutants. C'est 1, 2, 3 glisse. Donc, alors c'est vrai que pour cette émission, moi je vais aller piocher dans tous les jeux que, en très très grande majorité, j'ai reçu en service de presse dans le cadre de mon travail. Et là, je sors d'un marathon de jeux, puisque en presse écrite, on a bouclé les pages Saint-Nicolas et les pages Noël il y a 15 jours. Et donc, j'ai dû tester seul, en famille. J'ai demandé à mes fils de tester des jeux. J'ai demandé à mes fils d'inviter des gens pour tester des jeux. Voilà. Et 1, 2, 3 glisse a plutôt bien fonctionné. Donc, c'est pour les plus jeunes. Le principe est assez simple. C'est un mélange entre un jeu de pichenette et un jeu de memory. Puisque vous avez, je pense que la quatrième, enfin, le dos de boîte est assez représentatif. Vous avez une piste, voilà, un toboggan, un petit pion tortue, un petit coup de pichenette et elle va arriver dans le bassin. Et en fonction de la position où elle sera dans le bassin, vous pourrez révéler 1, 2 ou 3 cartes. Enfin, une carte tuile, option memory. Et en fonction de la tuile que vous aurez, vous verrez si sur votre plateau personnel, vous arrivez à faire avancer un ballon vers un non-but, vers un but. Puisque vous avez sur votre plateau personnel une série de petits animaux. Alors, un singe suivi d'une autre, suivi d'un chien, et ainsi de suite. Et vous devez retrouver dans l'ordre de façon à faire progresser le ballon. Et ça nous a bien fait marrer comme des crétins, quand même les plus grands. Alors bon, évidemment, si vous ne jouez qu'entre adultes, non, il y a plein d'autres choses à faire. Il y a le Monopoly, par exemple, et il y a Blanc Manger Coco. Mais là, on s'est rendu compte quand même que, les gamins étaient bien plus forts que les adultes, puisque tant en pichenette qu'en memory, ils sont plus à l'aise. Et d'autre part, on sait quand même que nous, les adultes, quand on a des gamins, les jeux de memory, c'est toujours l'enfer. Et ici, le fait d'avoir mixé ça avec la petite phase pichenette et ambiance que ça génère, non, elle va sortir du plateau, oui, elle arrive dans le centre, et ce genre de choses, ça marche plutôt bien. Voilà, bref. Plutôt convaincu, c'était une bonne surprise, puisque j'avoue que je n'en attendais absolument rien. Je l'avais demandé à Ségolène de Gigamic, d'abord en blague, parce que il y avait les annonces à propos de la sortie imminente de Bitoku, et je trouvais que Bitoku et 1, 2, 3 glisse, ça aurait pu faire très très drôle dans une page d'article. Voilà. Blague potache, puis au final, j'ai toujours pas reçu Bitoku, et voilà. Alors, Fanuc Boy qui demande c'est quoi le thème? Le thème est assez artificiel, c'est plein de petits animaux et ils jouent dans une piscine. Chacun a son plateau piscine avec 3 rangées d'animaux et il y a des ballons qui doivent traverser la piscine et pour ce faire, il faut retrouver les bonnes tuiles. Mais pour pouvoir retourner des tuiles, il faut d'abord envoyer
avec une pichenette, le pion de tortue sur un toboggan et la faire atterrir dans la piscine. Et en fonction de sa position dans la piscine, le centre, c'est tu retournes 3 cases, le pourtour, enfin l'eau, mais le pourtour du centre, c'est deux cartes. Et si tu sors, tu arrives dans l'herbe, et bien là, tu ne retourneras qu'une carte. Par rapport à l'amusement ou le plaisir que l'on peut avoir à jouer à des jeux de pichenette, même quand on est adulte. C'est un truc, c'est mécanique en fait. C'est pratiquement immédiat, quoi. On retombe dans les rires un petit peu forcés, comme ça, un peu une frénésie quand il s'agit de faire des actions un peu qui ont un lien avec la psychomotricité légère et sens très avec minutie, quoi. Mais c'est toujours c'est génial, quoi, les jeux de pichenette, en fait. Nous, Bon. à la maison, on est des grands fans de Clash à l'Olympe. Ah oui. Voilà. La boîte est insupportable à ranger, mais encore aujourd'hui, elle est dans le salon parce qu'on y a joué hier, non, avant-hier. 4-3. Un jeu chez Helvétique. Une boîte carrée. Et surtout dans la boîte, un sachet. Sachet dans lequel il y a plein de beaux... Oh. Le hasard veut que je prenne un noir, un jaune, un rouge. Ah, c'est plein de petits cubes. Bon, je viens de faire tomber les cubes. J'ai l'air d'un con, c'est bien. Il va falloir les retrouver dans mon bureau. Ouais, ils sont de bonne taille en fait. Tu les prends bien. Ah oui, ils sont très bonne taille. Le matériel est vraiment extra. Là aussi, un jeu dont je n'attendais absolument rien et qui s'est révélé être une bonne surprise. Alors, je sais qu'on peut le jouer à plus de 2. J'avoue que les jeux abstraits à plus de 2, moi, ça m'intéresse très peu. Déjà, je suis pas un grand fan des jeux abstraits. Mais ici, ça... à 2, il fonctionne bien. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le jeu fonctionne dès l'installation du jeu. On est déjà dans le jeu alors que le jeu commence à peine, puisque on pioche des cubes dans le sachet. On commence à les empiler pour faire sa propre montagne, sachant qu'une fois que chacun a sa montagne, on retirera un cube, on ira le poser sur une montagne centrale pour former une grande montagne centrale. Mais il y a évidemment des contraintes de pose sur les couleurs. Et il y a moyen de bloquer son adversaire, il y a moyen de lui faire perdre du cube. Et ce qui est assez excitant, c'est que, évidemment, la première partie, on les met n'importe comment. Mais très vite, on se rend compte que, comme je disais, le jeu commence dès la première pioche. On dit lui, il a plutôt pioché du vert, donc le vert va être en bas de sa montagne. Moi, je vais plutôt me débrouiller pour essayer, quand j'aurai du vert, de le mettre vers le haut. Comme ça, après, ça le bloquera parce qu'il n'aura peut-être pas les bonnes couleurs ou ce genre de choses. Et ça donne un jeu abstrait quand même très tendu, très dynamique, super matos. Et je trouve que, voilà, pour un jeu abstrait, il fait vraiment le job. Ouais, j'ai un peu rien d'autre à dire. Oui, ça a l'air. Ça fonctionne, c'est beau, le matériel est nickel. Voilà, bonne heure, on en joue une, on a envie d'y revenir. Il y a toutes les petites frustrations du jeu abstrait, mais il y a aussi tout le contrôle du jeu abstrait. Alors, est-ce un vrai jeu abstrait? Il pourrait y avoir débat puisque lors de la mise en place, on pioche au hasard 3 pions, enfin 3 par 3, donc il y a une forme de hasard là où dans un vrai jeu abstrait, il ne devrait pas y en avoir, mais ça participe de tout ce petit positionnement tactique et autres. Donc c'est chouette. Alors, à partir de quel âge? J'essaie de trouver l'info quelque part. Moi, j'avoue que je l'ai joué avec un ado. Donc, je suis pas... Bon, ils mettent 8+ sur BGG après. Ouais, ils annoncent 8+. Ouais. Je trouve que c'est toujours problématique parce que c'est un âge où je pense qu'il y a des gamins qui ont ce plaisir de l'abstraction déjà. Il y en a qui l'ont pas du tout.
Ouais. Mais il y a le plaisir de la construction qui vient peut-être compenser, et donc le jeu serait potentiellement moins tactique entre guillemets, puisque avec peut-être un peu moins de réflexion. Mais voilà, là c'est un peu un test. Enfin, vous connaissez les gamins avec lesquels vous jouez, donc c'est un peu à voir. Ouais. Ce qui est certain, c'est que chez moi, le plus jeune, donc le plus jeune à 9 ans, l'ado à 14, le plus jeune s'est très vite emparé du jeu pour faire des montagnes, pour jouer avec le matériel. Ouais, Voilà. tout à fait. Quand on y a joué, le jeu ne l'a pas excité, ça ne lui a pas plu, mais il n'aime pas les jeux abstraits. Ouais, c'est ça. J'arrive jamais à amener sur du jeu abstrait, ok. Il aime d'autres catégories de jeux, donc ça ne m'a pas étonné. Mais par contre, on a vu que le matériel a favorisé la prise en main, et comme tu l'évoquais, les tuiles sont, je ne sais plus, hexagonales probablement. C'est des hexagones, oui, c'est curieux d'ailleurs pour un jeu de là. construction. Non, parce que tu les as très bien en main. Et oui, c'est ça. Tu ne fais pas tomber ta pyramide. Donc t'as pas de, il ne va pas y avoir une question d'agilité alors que tu es sur de la hauteur. Mais je trouve que c'est très malin en fait d'avoir. Le jeu, toi, c'est un jeu qui te plairait parce que c'est assez proche du Pyramides en flammes ou un truc comme ça que tu nous fais jouer sur BGA. C'est ce que j'allais te dire en fait. C'est une sorte de flaming pyramide réelle, quoi, en 3 dimensions. Voilà. Et oui, parce qu'il y a j'imagine, vu en tout cas les images là qu'on voit, qu'il y a une sorte tu vas pouvoir faire des séries par rapport à des couleurs, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Il y a un ensemble de règles où il faut savoir que le blanc est un joker, et tu peux pas faire. Si tu fais que des séries de couleurs, ça implique quelque chose. Il y a des contraintes de pose. On ne va pas rentrer dans les détails, aller voir les règles et tout. Mais le principe est vraiment très efficace, et j'insiste sur ce truc. C'est première partie, tu fais un peu, tu montes au hasard, mais dès ta deuxième, voire ta troisième partie, tu sais que le jeu commence quand tu tires tes 3 premiers pions. Et tout de suite, tu regardes ce que fait l'autre. Et tu regardes si tu les poses, s'il les pose tous les 3 à plat, s'il fait déjà une mini-pyramide. Enfin, c'est des trucs comme ça. Et, toi, dès que tu as 6, 9 pions sur table, tu commences vraiment à faire gaffe en me disant merde, j'ai pioché 2 fois la même couleur, lui n'en a pas encore, ou bien lui elles sont en bas, donc comment je vais le gérer, comment je vais m'assurer de pouvoir les jouer plus vite, des trucs comme ça, et c'est vraiment bien. Le jeu. Alors, Seven Wonders Architect, on en a déjà parlé, vous en avez déjà entendu parler, je crois que même les personnes qui s'intéressent pas aux jeux de société, ils ont entendu parler de Seven Wonders Architect. J'ai l'impression que sur Facebook, tout le monde reçoit des pubs, des liens sponsorisés qui parlent de ce jeu. Donc, c'est pas de ça dont je vais vous parler. Si vous trouvez qu'il est génial, c'est très bien. Moi, je trouve qu'il est génial par rapport à sa cible. C'est vraiment tout public, même pour débutants et pour des gens qui sont habitués à jouer. C'est rafraîchissant de s'enchaîner quelques parties, entre 2 jeux plus gros, et donc voilà. Alors, par contre, je vais vous raconter une petite histoire, une genre de petite anecdote comme ça. Il se trouve que, je ne sais pas si, il me semble qu'on a abordé ça, on vous a parlé de ça. On a eu la chance, grâce à Mademoiselle Charlotte, qui était relectrice des règles, donc il y a déjà presque 1 an de ça. Donc tout le petit groupe, Michel y compris, on a eu la chance de faire partie des testeurs sur BGA d'une version alpha, donc qui n'était pas ouverte au public. Et vraiment, c'était vraiment pour tester le jeu, parce que régulièrement, il y avait des modifications. Et lorsque nous prenions la carte avec le chat actuel, à l'époque, c'est-à-dire il y a quelques mois, 6, 7, 8 mois, c'était un buste. Il n'y avait pas la carte chat, en fait. C'était la carte, il n'y avait pas le petit standees chat, c'était un buste.
Et nous, on était habitués à crier buste chaque fois qu'on prenait cette carte-là. Et donc voilà. Et on jouait, ça je crois que je l'ai déjà dit, quand on joue sur BGA, on est en même temps sur Discord, donc comme ça on communique aussi entre nous, et puis on se voit quoi. Et lorsqu'on a reçu les boîtes, évidemment, on s'est dit c'est bizarre, notre petit truc bien sympa là où on hurle buste lorsqu'on chope cette carte-là. Là, ça avait disparu, c'était un chat et ça nous parlait moins. Et donc, Sinélia, qui elle n'a pas supporté cette histoire de chat, s'est dit moi, je vais me débrouiller pour faire des bustes. Et elle a fait des bustes et elle a distribué des bustes à tout le monde. Et donc, je vous montre mon buste de. Donc, vous voyez, il est assez grand quand même. Hein. Donc, voilà, elle s'est débrouillée pour trouver un ami qui nous a imprimé ça avec une imprimante 3D. Et donc, maintenant, nous jouons. Quand on va en soirée, chacun prend son bus dans sa poche, on ne sait jamais, et on joue à Seven Wonders Architect avec notre buste et le chat, on le laisse dans la boîte. Voilà pour la petite anecdote. C'est un jeu paru chez Ankama de Brett Gilbert et Matthew de Stan. Et alors, je l'ai surtout pris parce qu'on était dans une rubrique surprise. Donc la première fois dont j'entends parler de ce jeu, c'est je pense dans une vidéo de Ludovox, Retour de Cannes ou quelque chose comme ça, et il l'assassine en disant que c'est pénible, c'est mécanique, qu'on s'ennuie, voilà. Et il y a quelques semaines, c'est mon plus jeune, donc celui de 9 ans, qui adore regarder les vidéos d'un monde de jeu, qui a vu une partie dans une de leurs vidéos news. Et quand on est arrivé au magasin de jouets, enfin de jeux, il l'a vu, il m'a dit « Ah, je veux ce jeu, il est vraiment trop génial !» Okay. Voilà, donc c'était une grosse pression de la part du fiston. Donc c'est un jeu 8+, de 4 joueurs, 20 minutes de jeu. Et c'est un jeu que je trouve mais chiant au possible et que mon gamin adore. Voilà, et rien que pour ça, je dis c'est chouette parce que ça peut peut-être arriver à d'autres aussi. Donc le principe, c'est que vous avez ceux qui connaissent Sparks ou qui connaissent Trails, qui viennent de sortir aussi. Vous avez le Nil qui j'essaie peut-être de sortir le plateau de jeu. Voilà, hop, vous avez le Nil. Vous voyez qu'il y a une série de cases et puis on va remonter, redescendre le Nil. En dessous des différentes cases, on va piocher au hasard des cartes artefacts qui ressemblent à ceci. Voilà. Des petites cartes absolument pas sexy. Oui, c'est vrai que le fond blanc, ça, voilà, Oh là là. Oui, c'est tout sauf sexy. Et au-dessus du plateau de jeu, vous aurez des cartes comme ceci, qui sont en fait des cartes objectifs. Alors comme on peut voir, c'est un temple non fini. Voilà, il y a des temples un peu plus finis. Oui, on reste dans une thématique Seven Wonders Architect. Et donc, vous descendez le Nil et vous déplacez de autant de cases que vous voulez. Et vous arrivez sur une case, vous prenez une carte artefact, et puis le joueur suivant descend d'autant de cases qu'il veut, et ainsi de suite. Et soit vous payez 3 pièces et vous pouvez modifier votre direction, soit vous arrivez au bout du Nil et vous attendez que l'autre revienne. Donc il y a des moments où vous faites des grands bonds, et puis l'autre joueur s'arrête à peu près partout et récupère tout ce qu'il peut. Et une fois que vous êtes arrivé au bout,
Le tour se termine par une phase d'offrande où vous sacrifiez les artefacts que vous avez récupérés pour progresser sur les fameuses cartes objectives. Chaque carte objectif ayant des conditions en termes d'artefacts. Ce qui est intéressant, c'est que les artefacts sont utilisés de façon multiple. C'est-à-dire que si vous avez 3 objectifs qui réclament l'œil d'Horus et que vous en avez un, ben vous l'utilisez sur les trois objectifs. Ouais. Voilà. Et je pense que cet élément-là est intéressant. C'est probablement pour ça aussi que mon gamin aime bien. Et voilà, vous faites votre collecte, vous sacrifiez vos artefacts, vous progressez sur les objectifs. Le premier qui atteint le niveau max de l'objectif va marquer des points sur un petit palais où il y a une piste de points. Voilà, donc dit comme ça, c'est absolument pas sexy. C'est hyper mécanique. Mais en même temps, ça se joue très vite. Alors, j'avoue que je suis pas un grand fan de Parks, qui est un jeu qui m'ennuie profondément, que je trouve toujours trop long, et qui est très attirant par ses belles illus, mais au final, le jeu m'excite assez peu. C'est la même chose, mais par contre, j'ai un jeune joueur qui trouve ça très chouette. Et j'envisage un peu ce jeu en disant, tiens, on tient peut-être là un jeu qui permet de passer vers certaines formes de jeux de collection, d'anticipation de déplacement, de prise de risque, de mouvement, parce que comme ce mouvement est libre, on peut avancer d'autant de cases qu'on le souhaite. Voilà. Donc, pour moi, c'est une surprise parce que j'en avais entendu beaucoup de mal. C'est vraiment pas un jeu qui m'excite à la base, et pourtant, ça vient rencontrer ce qui pour moi est fondamental dans le jeu de société, c'est que je passe un bon moment avec mon gamin. Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est chouette, et il a envie d'y revenir, et il y a un vrai plaisir, il y a une vraie courbe de progression, il y a une vraie anticipation des trucs au fur et à mesure. Et voilà. Donc, c'est étrange. Après, je pense pas que c'est un jeu que je chroniquerai en presse, parce que je vois pas trop non plus est-ce qu'un public justement de nouveaux joueurs va être attiré par ça. J'ai un doute, parce que je trouve que l'édition est quand même au final assez faiblarde, comme tu l'évoquais. Enfin, ces cartes semblent un peu vides, un peu trop blanches. Pardon. Voilà. Et mais en fait, j'ai l'impression que il y a toute une série de jeux, et il y en a pas mal quand même. Hein. Alors, Park, c'est vraiment l'exemple parfait. Là, tu soulignes Neil Artefact aussi. J'ai l'impression que ce sont des jeux intermédiaires, mais pas intermédiaires pour un public intermédiaire. Intermédiaires entre des jeux pour débutants, c'est-à-dire ou des party games, admettons, et des jeux qui sont un peu plus avec plusieurs mécaniques. Et donc, c'est des jeux en général avec un peu monomécanique, comme ça, comme si c'était des jeux pour t'initier justement à des jeux un peu plus légèrement plus complexes, mais surtout plus riches en termes de mécanique et en termes d'immersion. J'ai vu passer ça tout à l'heure sur Facebook, je me suis dit, ça c'est pour Michel. Mais je vais avoir ton point de vue, alors style oui, tu vas te ruer dessus, je sais pas encore, ça dépend ou non. Comme première, et après développe ce que tu veux. La réponse, elle est toute faite. La question, elle est vite répondue, comme on dit. Non. Non. Non, évidemment. Souvenons-nous quand même, HeroQuest, quand nous étions jeunes, nous l'avions acheté, certes à un gros billet, mais un billet tout à fait honnête, dans une grande surface. Type Leclerc, Carrefour, Colruyt et compagnie. Et aujourd'hui, ce truc ressort à je sais pas combien, c'est quoi, c'est 150 € ou quelque chose comme ça, c'est assez cher en fait, ouais. Ouais, c'est assez cher.
Alors en tout cas la Je... version qui avait été sur... parce qu'il n'y avait que la version américaine, je crois, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, Donc c'est c'était ça. que pour c'était que pour les États-Unis. Ouais. Le système n'a pas été revu. Et, Oui, c'est ça. et Il c'est faut juste normal, voilà. réédition Alors, bête et méchante, quoi. voilà, je veux dire, je suis pas nostalgique, Mm, mm. franchement. Et le côté, bon, bah, on va jouer avec le portefeuille de ceux qui maintenant ont bien été entraînés par la logique des Kickstarter, par Mm, le mm. kilo plastique, par les figurines, par ceci, cela. Ouah, voilà quoi. Donc, non. Alors je suis d'accord, hein, HeroQuest c'est mieux avec les extensions, avec maître de jeu, avec ceci, avec cela. Enfin, ouais, mais et les gars, faut se calmer, quoi. Allez, c'est parti. Donc Red Rising. C'est de ça que tu parles, c'est ça? Ah mais moi j'ai jamais joué encore à ce jeu. Parce que j'attends, Voilà. il y a plein de trucs un peu contradictoires avant de perdre une demi-heure ou trois quarts Voilà. d'heure. Non, non, mais justement, c'est pour ça que je voulais juste revenir sur le jeu, euh, qui n'est pas un jeu que j'ai reçu en service de presse, mais qui est un jeu que j'ai acheté parce que bah, c'est lié à une série de romans. Donc voilà, je mixe toujours mes deux travails. Euh, et je trouve que c'est un jeu très étrange et d'un point de vue éditorial. Parce que là aussi, je me pose la question de savoir à qui s'adresse réellement le jeu. On est Mhm. sur une licence qui certes est importante aux États-Unis, ne l'est pas chez nous. On est sur un jeu qui est très simple dans sa mise en pratique. Je dépose une carte, j'applique l'effet de la carte, je pioche une carte, j'applique l'effet de la colonne dans laquelle j'ai pris la carte. On a très peu de cartes en main. Euh, le jeu va relativement vite. Bon, après, il y a quelques petits facteurs différents. Il y a le déplacement vers Jupiter, il y a la recherche et tout. Enfin, c'est juste mettre des pions, déplacer des pions. C'est pas, euh, c'est directement corrélé, enfin lié aux effets des colonnes dans lesquelles tu vas piocher les cartes. Et le jeu repose sur le fait que toutes les cartes sont uniques. Donc, les premières parties, tu ne vois déjà pas toutes les cartes, tu les lis. Je trouve qu'il y a un léger petit problème édito quand même, puisqu'il y a des couleurs qui se ressemblent, or et jaune, bronze et brun, enfin ce genre de choses. Je trouve ça euh, un peu gênant quand tu as des mauvais yeux ou que ton éclairage est pas terrible. Mhm. Et surtout, ce qui me perturbe dans le jeu, que j'aime beaucoup, euh, c'est que j'ai l'impression que le jeu n'est absolument pas le même quand tu le joues en solo avec l'automate, quand tu le joues à deux, quand tu le joues à trois, quand tu le joues à quatre. Avec cette dimension très chaotique à 3-4, avec une dimension beaucoup plus tactique, je dirais, à 2, Mhm. et avec une dimension euh, ultra punitive et d'attrition quand tu joues en solo. Donc ce ne sont vraiment pas les mêmes sensations de jeu. Mais surtout, ce qui me perturbe énormément, c'est un jeu avec une courbe d'apprentissage énorme et qui crée immédiatement des gros écarts entre les joueurs. À titre personnel, j'ai commencé à jouer avec mon ado. Les parties étaient tendues, super. Puis j'ai commencé à jouer seul, j'ai fait quelques parties seul. On a rejoué ensemble et je lui mets 90 points dans la vue. Parce que j'ai appris les cartes, parce que j'ai Ouais, c'est appris des ça. trucs. Ouais. Et donc, c'est typiquement le jeu. Je n'oserais pas. Enfin, je sais qu'on ne jouera plus ensemble. Donc je vais trouver d'autres joueurs. Mais c'est typiquement le jeu. Si autour de la table, vous n'avez pas le même Mm. niveau de départ, Ouais. le jeu va être biaisé dans un sens comme dans un autre, à savoir qu'un joueur risque de ralentir la partie parce qu'il va devoir dire des cartes, ne comprendra pas tous les effets, Mm. alors que tout est très simple, hein, Ouais, ouais. mais ne verra pas les interactions et ne comprendra pas comment faire, ce qui perturbera probablement le jeu de ceux qui ont un niveau supérieur.
Euh, et je suis en train de me demander comment on peut vraiment s'amuser à ce jeu. Ouais, c'est ça. Si ce n'est en étant des joueurs familiers, récurrents, je dirais de vrais adversaires, de vrais duellistes, Mhm. qui jouent toujours un peu dans les mêmes configurations et où la progression du groupe, que ce soit 2 ou 3, euh, est, euh, est toujours la même. Alors, je l'ai conseillé à des amis. C'est un couple qui est très très joueur, mais un peu monomaniaque. Donc, ils ont à un moment fait, ils ont arrêté de jouer à Seven Wonders Duel après avoir fait 500 parties. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc, ils n'ont Ce que joué qu'à j'allais te ça. dire. J'allais te prendre Et cet voilà. exemple-là, effectivement. Et donc, pour eux, c'est parfait. Et ils Mhm. vont jouer très vite, ils vont accumuler les parties, et leur niveau de progression va être le même, et ça va se jouer sur des détails. Voilà. Et, et en même temps, ce que je trouve fascinant euh, dans le jeu, je trouve assez excitant, c'est que c'est un jeu qui, mentalement, nous force à faire des choses inhabituelles. On a 5 Mhm. cartes en main au début. Probablement en fin de partie, on en aura 5. Avec un peu de chance, on arrivera peut-être jusque 7, mais grand maximum. Et il faut en permanence renoncer. Et en permanence être dans de l'opportunisme, et en permanence se dire je vais modifier ma main, je vais modifier ma main, je Ouais, vais c'est ça. modifier ma main, et je ne garde rien. Enfin, euh, jusqu'au moment où on sent que ça va s'accélérer, que c'est peut-être le moment où nous, on a 3 bonnes cartes, et vraiment aller choper le truc qui va faire la différence, et voilà. Et c'est assez étrange parce qu'il y a aussi un comportement que je vois chez des joueurs qui commencent et que j'ai aussi dû intégrer, c'est souvent de se dire je dépose telle carte, j'applique l'effet, et quand le tour reviendra, je la récupérerai parce qu'elle m'intéresse quand même un peu. Et en fait, on la récupère jamais. Parce qu'il y a trop d'effets. Enfin, Ah jamais oui. est un grand mot, on la récupère très peu souvent. Parce qu'il y a trop d'effets, soit liés aux autres joueurs, soit liés aux autres cartes, soit liés au fait que le fait d'aller la chercher, elle, ça va activer la colonne, mais c'est peut-être pas la colonne qui est la plus intéressante au moment où tu vas jouer ton coup, et ainsi de suite. Ouais, Et au ouais. final, tu récupères très peu tes cartes. Et il y a vraiment plein de micro-mécanismes ludiques qui sont intéressants. Alors, est-ce qu'ils viennent tous de Fantasy Realms, dont Stig Meyer s'est inspiré ou pas? Je ne sais pas, parce que j'ai pas essayé Fantasy Realms encore. Et il est édité en ce moment en français, là, donc j'ai envie de le tester pour voir. Mhm. Euh, et en même temps, ce jeu, pour moi, est une surprise parce que c'est assez rare de se retrouver face à un jeu, en tout cas moi, où je me dis, j'aime ce jeu, mais je n'y jouerai probablement plus. Et je n'y jouerai probablement plus parce que j'ai envie de respecter les gens avec qui je joue. Ouais, je comprends ça. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, donc, et c'est en même temps très cohérent avec un jeu qui joue en permanence sur la frustration. Enfin, Ouais. c'est, voilà. Donc, Red Rising, étrange. Mais si vous êtes un couple de furieux, allez-y. Alors, ça a été une bonne surprise parce que je dois vous avouer que je suis pas très très fan de King Domino. Je trouve que voilà, pour en termes d'initiation, c'est sympa. Mais il y a des jeux qui sont sympas pour initier des personnes à jouer ou pour des joueurs occasionnels, mais qui sont. C'est agréable aussi d'y jouer. Moi, je prends du plaisir à jouer à pas mal de jeux pour des joueurs occasionnels. Là, en l'occurrence, King Domino, bon, ça ne me passionne pas vraiment. Et j'ai trouvé que la version donc King Domino Origin avait ajouté des petits trucs. C'est pas énorme, hein. Moi, j'ai joué avec l'option Flamèche, j'ai joué avec l'option des ressources. Et ça ajoute vraiment une petite dynamique, des mécaniques de jeu qui sont un peu plus. Ça complexifie un petit peu l'astuce, le truc, quoi. Et, euh, et ça, surtout, ça provoque de la. Comment on appelle ça? De l'interaction aussi entre les joueurs quand, avec la partie ressources, qui est tout à fait agréable et sympathique. Et donc voilà, ça a été une bonne surprise. J'ai joué ce week-end. Non, la semaine passée, pardon. À la première soirée organisée par Steve, notre Steve, dans sa commune. Et donc, c'était une réussite totale et on a pris beaucoup de plaisir. Et
Et voilà, je me suis essayé à faire une partie de King Domino Origin. Donc je vous le conseille. Si vous aimez pas King Domino, je vous conseille d'essayer cette version-là. Si vous aimez King Domino, ben, passez à King Domino Origin. Ça rajoute quand même des petits éléments sympathiques. Le matériel est cool. Hein. Et, euh, et donc voilà. Bonne petite surprise. Petite surprise, hein, c'est pas la surprise du siècle non plus. Hein, mais... J'ai une anecdote sur King Domino. Ah, ça c'est cool. C'était il y a une semaine, j'étais en festival littéraire à Mons avec des auteurs de polar. Et en fin de soirée au restaurant arrive le sujet de ah tiens, à part les livres, t'aimes les jeux, c'est marrant. Et il y a un auteur qui me dit ah tu vas pouvoir m'aider. Mes enfants m'ont offert un jeu parce qu'ils voudraient qu'on joue ensemble. Je n'y comprends absolument rien. Et je dis ah bon ok, lequel il dit ah attends, je me souviens même plus du titre et tout. Donc, il me dit ouais c'est le Spiel des Jahres 2017 ou 2019, je ne sais plus. C'est un truc avec des tuiles qui ressemblent à des dominos, il y a des terrains, enfin j'ai dit bon ok King Domino, ah oui c'est ça. Je dis bah c'est évident, il dit je comprends rien. Et là-dessus un autre auteur à la table fait ah à un moment je pensais que j'étais vraiment con parce que je l'ai aussi, des potes me l'ont offert, j'y comprends rien. Et on a beaucoup discuté et alors que le jeu nous semble hyper évident, je me suis rendu compte que un truc qui variait entre King Domino et King Domino Origins, c'était l'écriture des règles. Et que dans King Domino Origins, les règles sont beaucoup plus claires. D'accord. Donc Living Forest. Bon. Magnifique, hein. Je parlais de couverture, de boîte qui était attirante. Là, c'est le cas, en l'occurrence. Et c'est la bonne surprise du moment. Ah, carrément. Ah, c'est vraiment la bonne surprise du moment. Ah. C'est... franchement, ça fait partie de ces jeux de l'année. Ah ouais. Tu te dis, ah bah, je suis vraiment content. Je suis vraiment content qu'il soit sorti comme Cora, comme Dune. Et bien, ouais, ce Living Forest. Donc, le principe, de nouveau, c'est un jeu qui, à l'instar de Dune, par exemple, n'est pas du tout du même niveau de complexité, de tension. Quoique, le jeu mélange plusieurs mécaniques, mais le fait de façon intelligente. Donc, l'objectif, c'est soit d'éteindre X feux, soit de récupérer X arbres, soit de récupérer X fleurs. Enfin, bon. On a un deck de cartes, tout le monde le même au début, tout le monde a le même deck au début, et tu retournes des cartes en mode stop ou encore. Alors c'est pour ça que certains le comparent à Mystic Vale, alors que ça n'a absolument qu'un lien, si ce n'est ce côté de tu retournes ton deck, et si tu arrives à un moment à avoir 3 animaux de nuit, bah t'as perdu, tu dois arrêter, enfin t'as perdu. Tu dois arrêter, et donc au lieu d'avoir 2 actions, tu n'as qu'une seule action. Et dans tes actions, tu as plein de petits pictos sur tes cartes. Tes cartes sont joyeusement alignées, bah, tu comptes tes pictos et tu vois, j'ai X gouttes d'eau, donc ça me permettrait soit d'éteindre des incendies, j'ai X ressources pour acheter, je peux acheter des arbres, je peux acheter des cartes parce qu'il y a une rivière de cartes. Tu sais que si tu vas aller acheter des cartes, ça va venir dans ton deck, mais tu sais aussi qu'en remplaçant les cartes, tu vas rajouter des incendies sur la forêt, enfin, des trucs comme ça. C'est à la fois très compétitif parce que tu fais attention au jeu de l'autre, il y a énormément d'interactions, et c'est en même temps hyper rapide et fluide parce que tu joues en parallèle. Enfin, voilà, à part la phase de résolution elle-même, et c'est je retourne. Ah, moi j'ai arrêté. Ah non, moi je continue. Tu calcules tes risques, tu te dis ah bah là j'ai déjà été assez loin, j'ai une de ces mauvaises cartes, et je tente encore, hop, j'arrive à la deuxième, là je m'arrête, mais ça veut dire que dans le reste de ton deck il ne t'en reste plus qu'une, donc le tour suivant tu vas retourner de la carte à plus savoir qu'en faire, enfin ce genre de choses. Il y a plein de petits ajustements et tout. C'est d'une fluidité,
c'est d'un plaisir de jeu, et en même temps, il y a vraiment cette tension où tu regardes en permanence ce que fait l'autre. Il y a aussi un petit plateau de jeu sur lequel on déplace les pions, et quand tu passes au-dessus du pion d'un adversaire, c'est un peu comme dans Pique-Plume, tu vas lui voler un bonus. Et souvent, tu peux gagner une partie en faisant ça, parce que tu as déjà je sais pas, 11 arbres, et hop, tu vas lui voler le bonus arbre, pouf, t'as ton 12e, t'as gagné face, ce genre de choses. Et c'est super. C'est vraiment super. C'est super, c'est beau, c'est rafraîchissant, les illus sont belles. Tu peux expliquer le jeu à des novices, même si le jeu n'est pas un jeu novice, enfin, si novice que ça et si entrée de gamme que ça, mais ça marche. C'est un vrai bonheur. Tu as des marque-pages avec une dimension. Attends, hop, on va retourner. Avec un petit côté Dixit, donc de belles illustrations sympatoches. Tu as un marque-page de départ dans le livre, un marque-page d'arrivée dans le livre. L'objectif est de rejoindre, d'explorer le livre, et donc tu fais des bonds de page en page. Un joueur va lire 6 lignes, rien que 6 lignes, et sur cette base-là, tu as 4 marque-pages posés au milieu de la table qui indiquent les points cardinaux, et va identifier l'image qui va lui évoquer les 6 lignes qu'il a lues. Et les autres joueurs doivent dire, ah bah, compte tenu de ce que tu as lu, on pense que tu es parti vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, vers le sud. Voilà. Donc il y a cette dimension Dixit, et il y a aussi une petite dimension défi qui donne des bonus qui sont du genre il y avait au moins 3 mots au pluriel dans les lignes lues, il y avait au moins un mot avec un R, il n'y avait aucune forme verbale, ce genre de choses. Et quand tu réussis des défis, ça te rajoute des marque-pages bonus, et quand tu rates des défis, enfin quand tu te trompes de destination, tu perds des points de vie, et en fait il y a 26 points de vie parce que ce sont les 26 lettres de l'alphabet. Voilà. Et ce jeu est incroyablement bien construit, et pour un amoureux de la littérature, c'est un truc que tu te dis, ben voilà, je tiens peut-être le jeu que le critique littéraire qui est en moi va évoquer dans des pages littéraires en disant, allez-y, c'est une façon aussi de vous amuser avec vos livres. Oui, tu prends n'importe quel bouquin, tout, tu mets le truc, tu lis 6 phrases, enfin tu lis 6 lignes, c'est pas 6 phrases, tu lis tes 6 lignes, et tu prends un bouquin que tu connais bien, tu lis tes 6 lignes, ça t'évoque des choses, tu revis des moments de lecture. Moi, je me suis amusé avec des livres que je reçois en service de presse et que je n'ai pas encore lus. Tu tapes, et puis tu commences, et il y a des bouquins, je me suis dit, ah, ça je vais le lire, parce que les phrases étaient bien, elles sonnaient bien, il y avait quelque chose d'excitant. Enfin, voilà, je trouve ce jeu particulièrement jubilatoire. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu peux... le matériel de jeu, donc le jeu en lui-même, tu peux ensuite y jouer avec n'importe quel bouquin, finalement. C'est n'importe quel bouquin, oui, c'est ça. C'est ce qui est magique. Alors pour l'instant, c'est impossible avec effectivement de la bande dessinée, du manga, des livres où il n'y a pas... Alors ils disent qu'on peut jouer avec le code civil ou un ouvrage technique. Oui, certainement, parce qu'il y a du texte continu. Mais ce qui est excitant à mort, c'est de prendre un livre, d'aller dans ta bibliothèque, de taper un bouquin au hasard, et de prendre un livre que tu as aimé, et tu joues avec les mots, tu vas jouer avec les sonorités. Il y a aussi des petits défis sur les façons de lire, des trucs comme ça. Donc, tu t'empares de l'objet livre par différentes facettes, et tu t'empares de l'imaginaire que génère le livre de différentes facettes, et il y a cette dimension Dixit parce que les illustrations sont superbes, très bien construites aussi. Donc on voit des grandes tendances pour chaque marque-page, des grandes intentions, et c'est vraiment
C'est vraiment chouette. Mais ce que je trouve génial, c'est, enfin, moi, je j'ai jamais joué, hein, à nouveau, je le connais que vraiment de loin. Mais la sensation que ça me donne, c'est qu'il y a un équilibre entre la partie jeu de société et la partie lecture. Et parce que souvent, il y a un déséquilibre en fait quand les deux univers se mélangent. Soit il y a un manque de récits pour certains jeux qui ont juste une partie littérature qui est juste là pour faire voilà, un peu de récit, mais toujours un sentiment de trop peu en tout cas. Et inversement, des fois, c'est style le livre dont vous êtes le héros. Bon, c'est essentiellement un livre avant d'être un jeu, quoi, je trouve, personnellement. Alors que là, ça semble un bel équilibre, quoi. Mais c'est un bel équilibre parce qu'en fait, ça joue sur le côté méta de la littérature. Ouais, Ça c'est a ça. joué sur les mots, Ouais, c'est ça. ça a joué sur le rythme. C'est pas du jeu narratif au Ouais, sens tout de à fait. livre dont vous êtes le héros, ou complément de l'or à des situations de jeu. Et tout. Non, non, tu prends vraiment les mots. C'est ça, ce sont des phrases. Donc parfois, tu as des trucs totalement abscons parce que tu arrives au milieu d'une phrase qui se termine, tu as une réponse en dialogue, oui, non, et puis la ligne d'après, tu as une phrase qui commence et qui se termine, tu te dis, mais ça veut rien dire, et puis tu as quatre dessins, marque-pages, comme ça fouillés, et tu cherches en disant, ah, est-ce que c'est ceci, c'est là, et tu tentes un truc, et puis tu vois qu'autour de la table, les gens, à travers ce qu'ils ont entendu de la lecture, peut-être des intonations que tu as mis, de ton non-verbal et tout, disent ah non, ça peut pas être le nord parce que c'est certainement l'est, parce que là tu vois là dans le dessin juste là il y a un personnage qui répond et ici il y a eu un bout de dialogue où il y en a un qui dit oui et l'autre qui dit non et ils ont l'air fâchés, c'est ça. Et puis tu fais ouais c'est ça et tu progresses dans le bouquin, tu vas mettre un autre marquage. Ouais, il y a quelque chose de vraiment génial. Vraiment génial. Je serais pas étonné que Nouvelle Contrée aille choper un prix parce que quand tu l'essayes, tu te dis j'ai une expérience ludique différente et que je n'ai pas vécue par ailleurs. Et j'ai une expérience ludique qui pour moi aussi est intéressante aujourd'hui parce qu'elle amène le jeu ailleurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas chez des amis avec ça, vous êtes à table, tu dis allez on va se faire une partie de Nouvelle Contrée, sors-moi un bouquin de ta bibliothèque. Donc ouais, c'est ça. tu amènes ton jeu mais tu amènes de la personne, de ton hôte aussi. Enfin, ouais. tu peux avoir du hasard, tu peux prendre du livre jeunesse, tu peux aussi bien être dans Harry Potter que dans Énigme Marcheur, qui écrit dans une langue construite qui n'existe pas, mais les sonorités vont y être, on va comprendre des choses. Et je trouve ce truc vraiment, vraiment bien pensé, vraiment bien construit. Probablement pas parfait, ça ne plaira probablement pas à tout le monde. Oui, mais après, je pense bon, qu'on tient peut-être là à un jeu très d'union avec un autre univers culturel qui peut avoir les mêmes valeurs, les mêmes plaisirs et ce genre de choses. Bref, Nouvelle Contrée, très très grosse voilà. Très très bonne surprise, mais pas au sens surprise parce que je l'attendais et j'en avais entendu parler et je l'attendais avec impatience. Et j'étais convaincu. Voilà. Et comme me dit Steve, ça participe tout ça à rendre ton livre extraordinaire. Bon, je paraphrase en ajoutant un peu des trucs, mais non, mais ça c'est génial en fait. Tu peux rendre un livre extraordinaire grâce à la mécanique. Oui, hein. oui et ce qui est intéressant, c'est que ça repose aussi sur la mécanique du cerveau, enfin notre psychologie, puisque le cerveau adore reconstruire les choses. Et effectivement, une fois que tu arrives en fin de parcours, que tu as trouvé la cité imaginaire, tu as une dernière épreuve qui va te dire, par cette dernière épreuve, vous allez comprendre le sens du livre que vous avez exploré. Et généralement, tu tombes sur une phrase du bouquin. Et paradoxalement, ton cerveau va travailler pour te faire dire mais oui, c'est vrai, c'est bien ça. Michel, merci encore.
Merci à toi. Merci à Une tous. bise à À tout le bientôt. monde. Et à très bientôt. Salut les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.